Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro des Semaines en 45. Du 3 au 6 septembre 2025 se tient en Afrique du Sud les dialogues annuels sur la paix et la sécurité. Cette initiative de la fondation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki vise à faire le point sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et trouver des pistes de solutions. Comme objectif, ces assises vont s'articuler sur des défis liés à la paix et à la sécurité, favoriser la collaboration entre acteurs politiques, proposer un cadre durable permettant un suivi des actions entreprises et sensibiliser à l'impact sécuritaire sur le développement politique, économique et culturel. L'intention de ces dialogues, il faut le dire, organisés par la Fondation Thabo Mbeki est de recréer un climat favorable à un accord politique et durable basé sur une diplomatie inclusive et le compromis à l'instar du modèle précédent des Sun City. Ces cadres cherchent à impliquer toutes les parties prenantes en vue d'aboutir à des compromis et résoudre la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo de manière pacifique et durable. Avec moi dans ces plateaux, nous recevons pour vous Marat Bobola, cadre de l'UDPS Tshisekedi et assistant d'université en environnement. Marat, bienvenue dans Semaine en 45. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Je salue mon co-débatteur, Joseph Edeba. Je sais que nous allons faire un débat républicain, un débat patriotique, mais surtout un débat qui sera au bénéfice de notre peuple de comprendre réellement ce qui va se passer au niveau de l'Afrique du Sud. Je tenais également à féliciter les chefs de l'État pour sa bravoure de continuer à garder cette réticence avec ses ambitions de continuer à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, sans oublier également notre plateforme politique et l'Union sacrée des nations qui accompagne les chefs de l'État dans cette lourde responsabilité. Je tiens également à saluer tous les combattants et hauts cadres de notre parti politique, sans oublier l'argentier de la République, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à qui je lui présente mes sincères salutations. L'ex-argentier de la République. Vous avez compris, madame, monsieur, Marat a eu à présenter son co-débatteur, mais je tiens quand même à préciser, en face de lui, il y a Joseph Edeba, acteur politique de l'opposition et président fédéral du Congo 1 et cadre du parti LGD. Joseph Edeba, bienvenue dans Semaine en 45. Merci, Rufin Koubelesso. Je commence par vous saluer et saluer mon co-débatteur Marat Bobola, qui est un frère pour moi. C'est un réel plaisir de me retrouver sur ce réceptacle des savoirs. Vous savez que nous sommes toujours prêts à répondre présent pour discuter de l'actualité politique, de l'actualité de la gouvernance de notre nation. Cette gouvernance qui devrait en réalité délivrer des résultats institutionnels qui défient l'usure du temps, mais qui améliorent en même temps la vie sociale des Congolais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Généralement, j'ai toujours les échos de vos réactions une fois que nous passons par ici. Et ça m'encourage toujours de revenir maintes et une fois pour discuter, échanger avec la population sur la réalité de la gestion de la République de notre pays. Et en effet, j'espère que nous aurons un très bon débat, un débat calibré, un débat qui va apporter de l'éclairage à l'opinion publique, qui va nous suivre bien branché sur cette chaîne des valeurs. Merci beaucoup, Joseph Edeba, de cet état des lieux. Marat, je commence avec vous. Quel état des lieux faites-vous de ces dialogues ou conférences organisées par la Fondation Thabo Mbeki au niveau de l'Afrique du Sud, réunissant l'opposition non armée, l'opposition armée, la société civile et des confessions religieuses? Je tiens à rappeler que vous, du pouvoir en place, vous avez décliné cette invitation en jugeant que cela était inopportune. Oui, merci encore pour cette nouvelle question. Je crois que la culture de dialogue dans notre pays, et surtout on est bantou, on est africain, c'est une culture que nous ne pouvons pas refuser, que nous ne pouvons pas ici s'opposer. Sinon, nous allons nous opposer
notamment à notre propre valeur, mais aussi à notre propre culture. Je me rappelle dans les années 92, 93, pardon, lorsque le mouvement, il y a eu la mort de M. Habyarimana au niveau du Rwanda, et qu'après cela, il y a eu la création de l'AFDEL. J'étais dans la province de l'Équateur où nous avons eu à effectuer un déplacement des centres-villes de Guémena vers le village qui était notre village de Likar dans les territoires de Boudjala. Arrivé là-bas, j'ai constaté que la culture de dialogue, c'est vraiment une culture qui est de la tradition africaine. Il y avait, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'avais constaté que les grands-parents à l'époque entouraient toujours les faits afin de pouvoir discuter. À l'époque, si vous n'êtes pas présent, si ça fait là, c'est-à-dire que vous êtes indexé d'être peut-être celui qui ne veut pas avoir la paix. Et c'est comme ça que j'avais compris que la culture des dialogues, des échanges, des partages, c'est une culture qui est africaine. On ne peut pas refuser. Exactement. Aujourd'hui, dans l'histoire de notre pays, sur le plan politique et économique, nous avons assisté à beaucoup de dialogues. Ici, on ne parlait pas des négociations ou des médiations. On parlait des dialogues. Nous sommes allés au dialogue qui a commencé avec Mobutu, des conférences nationales souveraines, qui étaient organisées vers les années 91. C'était le premier dialogue. Le deuxième dialogue, nous sommes arrivés vers les années 97, où Mobutu, avec Mouzé, avec la médiation de Nelson Mandela, qui était considéré comme un héros, avec son combat contre l'apartheid au niveau de l'Afrique du Sud. Et ensuite, nous sommes allés au dialogue de Sun City. Je crois que plusieurs dialogues ont été organisés dans notre pays. Mais ces dialogues avaient pour un seul objectif. C'est-à-dire que la paix revienne et que nous puissions mettre de côté nos différends et que nous puissions privilégier ce qu'on appelle la culture de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas construire une nation, et surtout dans le cadre de notre pays sur le plan économique, notre pays aujourd'hui n'est pas un pays à construire, c'est un pays à reconstruire. C'est-à-dire que la guerre aujourd'hui est en train de déranger cette reconstruction afin que nous puissions obtenir ce qu'on appelle l'émergence économique, où nous allons contribuer à notre PIB, mais aussi à déboucher vers un développement durable pour améliorer les conditions de notre vie sur le plan qualitatif et quantitatif. Mais j'arrive avec cette histoire de dialogue, parce que vous avez dit que nous n'avons pas pris part. Mais oui, c'est avec beaucoup de raisons que nous avions boycotté l'invitation de l'ancien président sud-africain, parce que nous avons compris que la situation de notre pays ne devait pas trouver la solution à l'étranger, mais surtout sous la médiation d'une simple fondation. C'est-à-dire que cette fondation a des ramifications, a des intérêts particuliers avec ce qui agresse notre pays. C'est dans ce sens que nous, IDPS, nous avons dit que pendant plus de 30 ans, le pays est agressé. Où était Thabo Mbeki? Pourquoi il était silencieux? Pendant plus de 30 ans, il y a eu ce qu'on appelle le génocide à l'Est. Un génocide d'ailleurs qui est silencieux. Aujourd'hui, la communauté internationale n'en parle même pas. Il a eu organisé la rencontre où les accords de Sun City en 2002. Il s'est quand même impliqué depuis tous ces temps pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Mais écoutez, là, à l'époque, ce n'était pas la fondation. À l'époque, il était encore, excusez-moi, à l'époque, c'était le pays Afrique du Sud qui avait organisé ça. Et c'était par le soutien des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est l'initiative d'un seul individu. En une minute. Ce n'est pas l'initiative de la nation sud-africaine, ni de celui qui est au pouvoir aujourd'hui au niveau de l'Afrique du Sud, mais c'est Cyril Ramaphosa qui a initié ça. Si au moins c'était lui, on allait comprendre. Mais nous avons compris que Thabo Mbeki a des ramifications avec ces gens. Est-ce que je peux encore aller plus loin pour dire que quand Thabo Mbeki a eu notamment à féliciter d'ailleurs les éléments d'IM23 tout en disant que les éléments d'IM23, c'est un mouvement qui est populaire. Vous avez suivi Thabo Mbeki lorsqu'il a critiqué même l'actuel chef de l'État d'être un tribaliste, pardon. C'est-à-dire que pour nous, nous avons compris que Thabo Mbeki a été silencieux pendant plusieurs années avec sa fondation qui n'ont pas organisé de telles initiatives. Mais pourquoi ce moment ici? Alors,
Joseph Kabila, avant qu'il puisse organiser, prononcer son discours, vous vous rappelez que l'ancien chef de l'État, à qui on avait beaucoup d'estime pour lui, en 30 secondes, Joseph Kabila était allé pour demander à la force de la SADC, dans la mission de Sami Diarsi qui était dans notre pays, de ne pas continuer dans cette mission. Et ce n'est qu'après que Joseph Kabila a eu à faire sa première interview au niveau de l'Afrique du Sud. Et bref, nous avons dit que pour nous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous avons dit que l'initiative de Thabo Mbeki est venue au mauvais moment. Et je vais ici marteler par le propos du chef de l'État que toute initiative de dialogue viendra par son initiative et nous ne sommes pas prêts de répondre à cette invitation dont nous pensons que l'organisateur, l'initiateur est en bon chemin, il est en bon chemin avec ce qui agresse notre pays, ce qui est nous allons arriver à ces points-là où le président de la République dit que toute initiative de dialogue doit venir de lui puisqu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions du pays. Joseph Edeba, libre à vous de rebondir sur tout ce que Marat a eu à dire, mais le gouvernement congolais à ces jours a décliné cette invitation, comme vous le savez, la considérant comme inopportune, tout en remettant en question la neutralité de Thabo Mbeki, un peu comme Marat vient d'épiloguer, étant donné ses liens perçus avec certains acteurs politiques en République démocratique du Congo. À ce jour, demeure-t-il crédible aux yeux de l'opposition armée et non armée d'aller dans ces dialogues où l'initiateur est perçu d'un mauvais œil? Alors, merci de la parole accordée. J'ai bien suivi l'intervention précédente de mon frère Mara Bobola, de l'UDPS. Une intervention qui au départ a commencé bien, mais qui finalement s'est mal conclue. Il faut dire que si Félix Antoine Tshisekedi gérait efficacement, gouvernait qualitativement la res publica, personne ne parlerait du dialogue. Si nous parlons sujet dialogue, c'est parce que l'État aujourd'hui représente non pas une force, mais une faiblesse. Okay. L'État aujourd'hui représente une déliquescence d'une nation qui, n'est-ce pas, ne sait pas défendre sa souveraineté. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons dialogue. Le dialogue n'est pas une supercherie ou un privilège que l'on accorde à l'opposition ou un privilège qu'on accorde au prélat catholique, à l'Église, à la société civile et au peuple. Le dialogue, fondamentalement, ce sont des mesures supraconstitutionnelles qui s'imposent en face de la difficulté de gouvernance. Alors, il faut commencer par faire une analyse, une présentation, un diagnostic de notre gouvernance aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un État incapable de répondre aux désidératas de la population. Ensuite, nous avons ce même État représenté par les dirigeants politiques de l'UDPS, bien entendu. Premièrement, le chef de l'État lui-même en personne. Cet État-là ne sait pas protéger l'ensemble du territoire et les Congolais, voire leurs biens. Alors que la Convention de Montevideo 1933 dit, sur le plan du droit international, qu'un État est défini comme État s'il ne sait que répondre aux désidératas de sa population et sait protéger l'ensemble de son territoire national. Le cas avec nous, c'est que nous n'avons plus un État. Ça fait aujourd'hui plus de 6 mois que le pays est assis sur un foyer de tension, de rébellion. Le gouvernement central aujourd'hui ne sait pas contrôler une grande partie de notre territoire national qui est occupé par la rébellion, rongé par les tueries, menacé par, écoutez, même la formation, l'éducation des enfants qui y sont, pour ne pas parler de la sécurité. Alors, cette réalité-là nous oblige à revoir notre façon de gouverner. Mais quand vous revoyez la façon de gouverner de ceux qui sont au gouvernement central aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Vous observez le contraire d'une bonne gouvernance et de qualité. Vous observez les détournements, vous observez le népotisme, vous observez tout ce qui va de contraire à vouloir, n'est-ce pas, reconstruire une nation unie, une nation à mesure, de, n'est-ce pas, mettre à l'aise les citoyens et agir afin de ne pas la faire vieillir que la faire grandir.
Mais cette situation nous amène à imaginer comment pouvons-nous faire face à la difficulté aujourd'hui où l'État ne sait pas contrôler l'ensemble du territoire national pour que cette situation finisse. Il faut des pourparlers pour, n'est-ce pas, savoir identifier la cause profonde qui, n'est-ce pas, mine aujourd'hui cette mauvaise gouvernance. Ajoutez à cela l'absence de leadership dans le domaine militaire. Aujourd'hui, il faut le rappeler, que nous avons plus de 50 généraux qui sont entendus, audités. C'est une manière de faire un procès. Les hauts cadres et les officiers supérieurs de l'armée. Mais si par exemple l'autorité militaire a raison de cet audit, pour nous dire que... Mais ça traduit une mauvaise gouvernance, ça traduit l'absence de la coordination des qualités. Parce que pour être fort, pour être protégé, il faut avoir une armée dissuasive. Une armée dissuasive ne se retrouve pas face à une politique de gouvernance où on juge, où l'on entend, voire on audite 60 hauts cadres et officiers supérieurs de l'armée. C'est une transmission directe d'une malaise. La malaise se situe au niveau où il n'y a pas une coordination efficace. Et vous savez que si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure d'imposer la volonté du gouvernement central à contrôler la nation entière, c'est parce qu'il y a un problème avec notre armée et les commandements. Je m'arrête par là. Sur le plan économique, vous savez que tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de gouvernance traduit fidèlement l'absence de la volonté de faire avancer ce pays du point de vue économique. Mais maintenant, face à cette réalité-là, devons-nous rester calmes et attendre à ce que le chef de l'État, de par son initiative, comme il vient de le dire, puisse convoquer un dialogue? Non. La preuve, mon frère Mara Bobola a dit, la solution du dialogue ne viendra pas de dehors. Mais pourtant, ils sont les premiers à aller signer des accords à l'étranger. Ils étaient aux États-Unis pour signer un accord avec le Rwanda. C'est pour la paix. Ils sont à Doha, plus de 5 fois à Doha, les gouvernements et les rebelles, pour chercher à signer des clauses pour la paix. Mais vous oubliez que nous avons sillonné partout dans le monde, même là où on n'était pas entendu, pour réclamer le fait qu'on puisse nous appuyer. Maintenant qu'une institution panafricaine, comme la Fondation Thabo Mbeki, je dois rappeler que Thabo Mbeki est parmi ces anciens qui savent définir la fondation même de cet État que nous avons aujourd'hui. La fondation de cette armée que nous avons aujourd'hui, la fondation de ces institutions que nous avons aujourd'hui, voire même la fondation constitutionnelle que la RDC aujourd'hui exploite. Mais ces gens-là ont agi hier pour favoriser les retours de la paix. Mais en même temps, il faut le dire, Thabo Mbeki n'est pas à confondre avec la fondation, qui est une structure, un think tank, qui évolue non pas pour la RDC seulement, mais pour tous les continents. Mais cette fondation organise régulièrement des forums, des conférences. Annuel, et voilà, c'est par cette occasion, deuxième fois dans une même année, que l'on convoque les dirigeants et les acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo pour venir participer à ce genre de thématiques, de débats et de discussions, parce que nous sommes en train de traverser une crise multidimensionnelle au niveau national. Mais pourquoi refuser? À l'exemple, l'Ukraine est agressée par la Russie. L'Ukraine est occupée par la Russie. Mais l'Ukraine ne refuse pas de se retrouver auprès de la France, de se retrouver, même si on sait que Poutine a des ramifications ou collabore bien avec la France, il ne refuse pas de venir parler avec les Français, parler avec les Américains, envie de trouver une solution pacifique quand la force militaire ne sait pas s'imposer. Mais pourquoi refuser l'invitation de Thabo Mbeki dès lors qu'on n'a aucune autre proposition à faire à la nation pour régler la situation qui perdure aujourd'hui et qui met en danger non pas une personne, mais toute une population qui représente la nation. Merci Joseph Edeba. Marat Bobola, libre à vous de rebondir aussi, comme l'a fait Joseph Edeba, mais à ces jours, vous venez bien de dire que le président a dit seul le dialogue qui va venir de son initiative sera pris en compte selon le président. Donc nous devons évidemment attendre que le président puisse initier ces dialogues nationaux inclusifs. Mais entre-temps, il y a des négociations un peu à gauche et à droite pour essayer de sortir le pays du gouffre. Là, en ce moment où on se parle, il y a beaucoup de tensions au niveau de Doha dans ce qui est pour parler, parce que les cahiers des charges de deux côtés ne correspondent pas. Quelle analyse pouvez-vous faire face à cette situation? Devons-nous attendre jusqu'au moment où le président sera prêt pour le dialogue national inclusif, ou il faut bouger les lignes avant que le président puisse en bouger?
Monsieur le journaliste, je crois que mon confrère Joseph Odeba, qui j'ai beaucoup d'estime, a eu du mal notamment à se positionner face à cette question. J'aurais bien voulu qu'il reconnaisse la faillite aujourd'hui, et je dirais même de leur part, les compétences notamment d'appliquer la loi qui reconnaisse ce qu'on appelle les statuts de l'opposition aujourd'hui. Je ne sais pas, le parti notamment de mon confrère, si ils sont en train de faire quelle opposition. Aujourd'hui, l'opposition congolaise aujourd'hui a du mal notamment à faire les distinguos entre la crise de gouvernance, mais notamment la crise de sécurité ou alors la crise d'agression. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, je crois que mon confrère est mieux informé. C'est un cadre universitaire, je le connais, il connaît les contours de ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, contrôler les zones minières dans la partie Est de la République démocratique du Congo, c'est contrôler, avoir le pouvoir également sur l'économie numérique aujourd'hui. La plupart des grandes puissances militaires et économiques aujourd'hui veulent avoir le dessus sur ces zones-là. Mais malheureusement, mon confrère n'arrive pas à les comprendre. Que dirons-nous de l'Union européenne qui est en train de soutenir abusivement et je dirais même bêtement, de manière hypocrite, notamment le Rwanda, l'Union européenne qui a signé notamment les accords avec le Rwanda sur la valorisation des chaînes de valeur, dont le Rwanda n'a pas ce qu'on appelle autant de réserves minières dans ces sols. C'est une matière critique, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, c'est dans le luxe, avait donné le luxe de signer avec ça. La Pologne qui a signé un accord militaire avec le Rwanda, que dirons-nous alors de ça? Et un pays qui est agressé, on avait alors donné l'embargo à ce pays de ne pas acheter les armes, de ne pas s'offrir notamment des matériels militaires, ce qui était une injustice. Donc on a compris que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, je crois que tout intellectuel congolais comprend que nous sommes en train de pouvoir pérenniser ce qu'on appelle les résolutions de la conférence de Berlin qui, je cite ici, qui avait stipulé que le bassin du fleuve Congo, notamment, ne devait pas contribuer seulement à l'économie, notamment des pays africains, plus précisément au sud du bassin du Congo, mais aussi de l'humanité. Et aujourd'hui, nous comprenons ça. Tous les multinationales aujourd'hui, ils sont en train de tirer notamment le dividende avec ce qui se passe à l'Est. Mais je voulais quand même rencontrer mon cher ami. Aujourd'hui, il nous parle, il n'y a pas une proposition à faire pour notamment donner la solution à ce qui se passe à l'Est. Mais non, il y a un accord que nous avons signé avec le président sous la médiation américaine de la grande puissance, mais aussi avec notre agressé qui est le pays du Rwanda. Aujourd'hui, cet accord, nous attendons l'accord final que nous allons signer. Je crois que c'est une des solutions que nous allons donner à cette situation, parce que dans les critères ou dans les conditionnalités pour donner la solution à une guerre, je crois que les accords, la négociation font partie notamment des critères pour donner des solutions. Je crois que... Mais le président était contre toute négociation, contre tout accord ou pour parler. Comment comprendre ou expliquer ces revirements? Non, non, écoutez, le président n'a jamais été contre les négociations. Le président a été plutôt contre les initiatives de ceux qui ne veulent pas dénoncer l'agression rwandaise, afin que nous puissions d'abord savoir que voilà, les sorciers, c'est ces messieurs ici. Il y a un adage français, il y a un adage congolais qui dit Soromolindo Kibele là. Pour nous, on a compris que les sorciers, ce sont les M23 et tous ceux qui soutiennent les M23. Et aujourd'hui, Thabo Mbeki est en train de soutenir les sorciers qui veulent que les Congos ne puissent pas avoir la paix. Est-ce que Joseph Edeba peut avoir le courage de nous dire aujourd'hui que Thabo Mbeki peut-être c'est un aigri qui a compris qu'on a retiré les titres miniers à l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que Joseph sait que Thabo Mbeki avait comment on appelle ça, le bloc pétrolier dans notre pays aujourd'hui? Est-ce qu'il sait? Je verrai à ce que lorsqu'il va prendre la parole, qu'il puisse nous dire. Et je lui informe que Thabo Mbeki s'est senti lésé. Voilà pourquoi il est allé initier cette histoire. Mais je reviens dans ce que notre ami a dit. Il nous parle de la fondation. En une minute. Il nous parle de la fondation. Mais écoutez, il donne même l'exemple de la Russie, mais aussi de ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais non, la fondation n'a pas, aucune fondation n'a initié la médiation entre la Russie et l'Ukraine. C'est plutôt la médiation américaine avec le président Donald Trump. La même situation, c'est ce qui se passe entre nous et le Rwanda. Donc, c'est-à-dire que dire que la fondation travaille pour l'intérêt africain, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est quand même malhonnête de votre part. De deux, il parle de l'absence de bonne gouvernance qui justifie la mauvaise gestion de l'État et consort. Est-ce que M. Joseph
Est-ce qu'il sait combien de pouvoirs économiques que nous sommes en train de défalquer afin de soutenir l'agression rwandaise? Est-ce que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que nous pouvons notamment donner la solution si et seulement si nous ne mobilisons pas des recettes adéquates afin de répondre à ces situations? C'est-à-dire que la plupart ou une grande partie de notre budget national, ce qui est de 16 milliards comme Nicolas Kazadi avait fait à l'époque, nous prenons, je crois que plus de 60-65%, ce qui va pour pouvoir stopper l'avancement notamment de M23. Il nous a parlé que l'État congolais ne sait pas répondre aux désidératas du peuple. Bon, je crois que c'est ce que j'ai répondu par rapport à un pouvoir économique que nous sommes en train de prendre afin que ça puisse aller soutenir nos FARDC ainsi que les Ouazalais qui sont en train de combattre l'agression rwandaise. Mais je voulais quand même citer dans ce qu'il a dit que le dialogue n'est pas une supercherie qu'on accorde à l'opposition. Mais non, il devait faire l'inverse. C'est une supercherie qu'on donne à l'opposition. L'initiative de dialogue aujourd'hui, cela a commencé avec le prélat catholique. Comme il a dit, ce n'est pas une supercherie qu'on accorde à l'opposition au prélat catholique. C'est-à-dire que les catholiques ont initié la demande pour, comment on appelle ça, les dialogues, puis, le projet inclusif, et puis le projet de pacte social pour la au niveau de la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que les prélats ont été dans l'initiative, dans les démarches de laver l'opposition congolaise. Et nous savons comment les jets fonctionnent dans notre pays. Et quand le chef de l'État a réussi, la Cinco, ils se sont échangés, la Cinco n'a pas attendu. C'est comme ça qu'ils sont allés demander à Thabo Mbeki afin de pouvoir initier un dialogue où, lorsque nous allons discuter, lorsque nous allons échanger, qu'on puisse se dire, bon, Nanga revenait au pays, Kabila revenait au pays, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Merci. Mais cela devait se faire comment? C'est-à-dire que je décourage dans le cerveau de mon confrère que j'aime beaucoup de ne pas avoir le courage de prendre des armes afin de venir tuer les Congolais, en plus demander les dialogues. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Ce qui a commencé avec Mouzé et aujourd'hui ça continue. On a eu AFDEL, on a eu CNDP, on a eu M23. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique du Sud, pour citer, nous étions déjà au niveau de l'Afrique du Sud, ça fait plus de énième fois. Et c'est une honte pour nous de retourner au niveau de l'Afrique du Sud. Merci Marat. Sachez que je veux retirer du temps pour donner à Joseph Edeba. Vous avez dépassé. Joseph Edeba, libre à vous en tout cas de rebondir sur tout ce que Marat a eu à dire sur ces plateaux. Mais en ce moment, le pouvoir en place considère que ces dialogues, cette conférence de la Fondation Thabo Mbeki, inopportune. Vous, de l'opposition, pensez-vous qu'au-delà de tout, ces dialogues qui se passent en Afrique du Sud, de la Fondation Thabo Mbeki, est opportun pour la paix et pour cesser les armes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Alors, moi j'ai été un peu sidéré en écoutant mon frère parler sans sous-bassin, sans preuve. Il est vraiment resté dans les élucubrations. Et ça, c'est la destruction de la réflexion voulue vraiment pour les cadres que nous sommes aujourd'hui, jeunes. Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations personnelles, sinon ça risquerait de, n'est-ce pas, désorienter les débats. Allez-y. Mon frère a dit, la solution ne se trouve pas à l'étranger. Mais Doha, c'est où? C'est au Tanganyika? Les négociations. Mais vous parlez de quoi? Ce qui se passe à Doha, c'est quoi? Doha, c'est la médiation. C'est pour trouver des solutions. Ce n'est pas un dialogue. Avec dialogue inter-congolais, c'est pas ça. Attendez, je suis dans votre jeu. Oui. Laissez-lui. Dans M23 et les gouvernements, la FC M23, ils font quoi à Doha? Ils sont dans des discussions. Les discussions, ce n'est pas les dialogues. Sous la médiation. Mais vous répétez ce que moi j'ai dit, ils sont en train de dialoguer avec le gouvernement. Dialoguer pour parler, tout ça, ça va de même. Nous avons discuté à Doha, sans Kabila, que vous accusiez hier d'être le responsable de la FC M23. Allez-y. Mara Bobola a dit, nous avons dépensé, il ne sait pas comment, mon frère ne sait pas comment, combien on a décidé, on a dépensé, combien de pouvoirs économiques nous avons. Nous sommes en train de défalquer pour soutenir nos FARDC afin de, n'est-ce pas, combattre l'agression de ce pays. Je n'ai pas compris, il voulait dire quoi par là. S'il peut nous expliquer dans les minutes. Combien de pouvoirs économiques nous défalquons pour soutenir les FARDC afin de combattre l'agression? Il voulait dire quoi par là? Vous avez le minute, vous pouvez répondre.
Il vous prend, il vous donne une minute, allez-y. Ok. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une situation d'agression, que nous voulons stopper, notamment les avancées du M23, ça demande des moyens financiers. Il faut acheter les armes, il faut payer les militaires, il faut soutenir les Ouazalendo, il faut soutenir ceux qui sont dans les opérations militaires, mais pourquoi pas des renseignements. C'est-à-dire que ça demande des moyens. Et tous les moyens, une grande partie, notamment de notre budget national, est en train d'être pris pour pouvoir aller soutenir notamment nos militaires afin de stopper les avancées du M23. C'est dans ce sens que je lui ai dit que vous ne pouvez pas venir ici exiger qu'il y ait qu'on puisse abandonner cette partie de la République démocratique de notre pays afin qu'on puisse garder l'argent pendant que les éléments du M23 sont en train d'avancer. Et donc, c'était dans ce sens pour lui dire qu'il y a notamment des dépenses financières qui sont en train d'être notamment orientées vers cette partie afin que nous puissions regagner ces terrains. C'est ce qui est en train que nous ne puissions pas peut-être penser aux situations sociales de notre peuple. Et super, super. À cela, il faut dire que si vous défalquez beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour soutenir les efforts de guerre à l'est du pays, on devait avoir des résultats. Des résultats de la reconquête, du contrôle de notre espace national. Qu'en est-il du résultat? Sans parler de ce qu'a dénoncé le général Louboya, sans parler des procès contre tous ces généraux et officiers supérieurs de l'armée aujourd'hui devant la justice militaire, sans parler de l'échec de la récupération de notre terre aujourd'hui. La rébellion occupe plus de 6 mois une partie de la République démocratique du Congo, et donc c'est pour vous dire que cet argent, la rébellion à l'est du pays, bénéficie au clan Tshisekedi. Il dit encore que Thabo Mbeki, pour dénaturaliser l'initiative de la fondation, il dit l'individu Thabo Mbeki avait des blocs pétroliers au Congo. Des carrés miniers. Il avait des carrés miniers. Mais vous approuvez les dires de Marat? Dit Kadio Chapir est simple. Est-ce que mon frère Mara Bobola, quand il va prendre la parole, est-il à mesure de nous brandir, ne serait-ce qu'une preuve qui atteste que le président, l'ancien président de la République, Thabo Mbeki, témoin de la fondation de nos institutions aujourd'hui, avait des blocs pétroliers au Congo? Est-ce qu'il a la preuve qu'il avait des carrés miniers? Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires qui ont tendance à négliger, n'est-ce pas, chosifier toute initiative qui veut nous amener vers les chemins du dialogue. Ces gens ne veulent pas du dialogue parce qu'ils savent que une fois le dialogue réalisé, ou une fois que le dialogue aura lié, nous allons, n'est-ce pas, décider du sort de notre nation pour les ravir entre les mains des prédateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas en une minute, Joseph et débat de vie de la population. En une minute, vous savez, Marcel Prélo disait que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation de relever les défis de gouvernance dans les institutions politiques. Les cas contraires seraient une agglomération des opportunistes. Maintenant, posons-nous la question. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, depuis qu'ils étaient là, quels sont les défis majeurs de gouvernance dans les institutions politiques qu'ils ont relevés jusque-là? Par contre, ils ont cristallisé des crises qui n'existaient pas. Je dois vous rappeler que les M23 n'agissaient plus. Mais c'est le chef de l'État qui a appelé et logé les M23 à Kinshasa. Il a bien affirmé cela. Mais en même temps, c'est le chef de l'État qui a libéré Biamungu et compagnie, parce que c'est eux qui contrôlent aujourd'hui la partie orientale du pays. Donc, si nous observons les actes institutionnels posés par nos gouvernants aujourd'hui, nous arrivons à conclure que ceux qui sont là n'agissent pas, n'œuvrent pas pour l'amélioration des conditions de vie de la population afin de relever les défis du quotidien. Merci, Joseph Débat. Donc, en effet, il ne semble que la représentation ici de gens qui sont tournés vers les intérêts personnels et l'obésité financière. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas entendre une initiative sérieuse qui nous apporte le dialogue. Merci. Les prélats catholiques congolais, merci, Joseph Débat. De dialogue, c'est l'UDPS ici qui les a qualifiés de politiciens en robe. Pourquoi? Parce que les prélats avaient pris l'initiative de sillonner les pays qui nous environnent dans la sous-région pour, n'est-ce pas, nous préparer un cadre de concertation et de dialogue au niveau national. Merci, Joseph Débat. Vous avez épuisé votre temps.
de la mauvaise volonté du président de la République à ne pas vouloir le dialogue. Merci Joseph Edeba. Marat Bobola, pensez-vous que ces dialogues, cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki restera autonome puisque selon l'opposition, la société civile et même les tandems Senko-ICC qui prend part à ces dialogues pensent que cela peut apporter beaucoup pour la République démocratique du Congo. Mais pour vous, le pouvoir en place, ce n'est pas le cas. Au-delà de toutes ces conférences, de tous ces dialogues qui se tiennent ça et là pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous, à ces jours, vous pouvez proposer concrètement pour sortir les pays du gouffre? Bon, écoutez, lorsque nous sommes arrivés au niveau de Nairobi, après l'échec notamment des assises au niveau de Genève, de la désignation des candidats communs de l'opposition avant les élections de 2018, le président Tshisekedi, à l'époque, il était encore notre président du parti, avait dit ceci, que nous partons au Congo-Kinshasa pour récupérer les pouvoirs afin d'avoir deux grandes missions. La première mission, c'était celle de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo, où l'ancien président de la République avait laissé, je dirais, beaucoup de groupes armés qui étaient en gestation et d'autres groupes armés qui n'étaient pas, je dirais, neutralisés. Il y avait des poches d'insécurité, mais les pays étaient bien unifiés. Et unifiés, non, écoutez, il faut le dire. Quand est-ce qu'on parle de l'unification du pays? Vous parlez de l'unification du pays avec des infiltrés, avec des traîtres, avec des groupes armés qui sont, je dirais, qui n'étaient pas neutralisés. Même les M23, comment ils sont revenus sur la toile? Le président avait parlé de la pacification de cette partie du pays. Le président avait parlé de combattre les inégalités sociales, pour ne pas parler des situations socio-économiques de notre peuple. Aujourd'hui, l'après que l'ancien président parte, vous avez suivi ce que l'ancien président avait dit devant les caméras du monde entier, que je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. C'est-à-dire que l'ancien président avait abandonné les pouvoirs, mais il avait quitté les pouvoirs, il n'avait pas abandonné les pouvoirs. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, la présence de l'ancien président de la République aux côtés de ces gens sécurisés par les militaires rwandais, est-ce que mon frère Joseph ici, parce qu'il parle notamment de la situation de l'Est, est-ce qu'il peut nous dire, devant le peuple congolais, regarder la caméra en toute honnêteté, de nous dire qu'est fait l'armée rwandaise sur le territoire congolais? Pourquoi le principe de l'intangibilité des frontières a été violé? Est-ce qu'il peut nous dire ça? Est-ce qu'il a suivi le Premier ministre de la Grande-Bretagne qui a dit que la Grande-Bretagne, nous avons tous les moyens financiers, économiques et politiques, diplomatiques, mais nous n'avons jamais violé l'intangibilité des frontières de nos voisins. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en train de le faire, et il le fait en ayant le soutien de certains Congolais de mauvaise qualité. Je ne vais pas arriver à ce niveau. Allez, en une minute, je reviens dans tout ce qu'on touche déjà la fin. Il dit la libération de Biamungu. Biamungu, arrêté par Joseph Kabila en 2012. Il a été libéré, si je ne me trompe pas, en 2019-2020. Ancien ministre de Justice, qui était Tounda Kasséna, qui était le ministre du FCC à l'époque. C'est lui qui prépare comment on appelle ça, les grâces présidentielles. C'est-à-dire que le chef de l'État, Biamungu a été, s'il vous plaît, Biamungu a été libéré au mois d'avril 2019, 4 mois après la prise de fonction par le chef de l'État. Est-ce qu'un président qui a fait 4 mois, il avait le contrôle de toutes les situations, c'est-à-dire que Biamungu a été libéré par la demande de l'ancien président de la République, qui est M. Joseph Kabila Kabange, par l'initiative notamment de son ministre de Justice. Il parle de la présence. Il parle, mais écoutez, nous sommes dans les principes de continuité des affaires de l'État. Vous pensez que c'était... Non, mais l'ancien président n'avait plus rien à voir avec le président. Il y avait déjà... Le président Tshisekedi ne devait pas broyer tout ça. Savez-vous qu'on avait interpellé l'ancien ministre des Mines, M. Kiabolulu, au niveau des services de renseignement? Est-ce que vous savez des choses que ce monsieur a dit par rapport au carré minier, au bloc pétrolier? Savez-vous ça? Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des choses que je ne veux pas dire. Pour citer, je vous arrache la parole, je vous arrache vous deux la parole. On prend la question ouverte. Marat, pardon. On prend la question ouverte. Nous sommes à la fin. Je ne vous accorde pas 30 secondes, nous sommes à la fin. Non.
Non, ce qui se passe à l'Est, s'il vous plaît, vous aurez à rebondir dans la question ouverte que je vous pose. Alors, messieurs, la question ouverte est simple. Aujourd'hui, le pouvoir en place refuse le dialogue national inclusif, tout comme toute action venant de l'extérieur. L'opposition armée, tout comme non armée, les religieux, vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la République démocratique du Congo, au-delà de tout ça, pour faire taire les armes dans l'Est et restaurer la paix dans la partie Est? Marat, je vous prends en 1 minute. Bon, je crois que notre peuple ne doit pas abandonner sa résilience. Le président avait dit que nous allons gagner cette guerre par la voie diplomatique. Et cette diplomatie aujourd'hui est en train notamment d'étouffer et de mettre à nu les complots contre l'État congolais. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit... Ça continue de tuer à l'Est malgré tous ces accords. Le chef d'État a dit que ne soyez pas agités. Aujourd'hui, nous allons gagner cette histoire. Nous appelons le peuple congolais au soutien de la politique du chef de l'État. Nous appelons le peuple congolais à retirer leur soutien à M. Nanga et à tous, je les appelle les bandits gentils de l'époque contemporaine, afin que nous puissions récupérer nos partis qui sont occupés. J'aimerais à ce que notre co-débatteur, lorsqu'il va prendre la parole, qui nous dise qu'est-ce que l'armée rwandaise est en train de faire sur le sol congolais. Merci, ça va beaucoup me soulager. Joseph Edeba, qu'est-ce qu'il faut à la RDC aujourd'hui? J'ai entendu mon ami sans berlificoter dans des explications des ragots, raccordements fraudulés, des accusations gratuites. Il a même tenté de vouloir nous révéler sur ce plateau ce qu'a été le déroulement de l'arrestation de Martin Kabouloulou, chose qui n'a jamais été révélée par les services en place. Mais lui, au moins, a eu le courage de vouloir nous dire que, bon, il a fait des révélations sur le cas Éminé. C'est du vrai n'importe quoi, mon frère. Deuxièmement, il dit, pour lui, Mara Bobola, pour lui, là, que tout celui qui habite Goma, tout celui qui habite Bukavu, tout celui qui habite la zone aujourd'hui contrôlée par le rebelle est devenu automatiquement rwandais. Non, non, ce sont les zones prises en otage. Marat. Pour vous, tout celui qui est là-bas, c'est-à-dire que si vous quittez Kinshasa et arrivez là-bas, c'est que vous devenez automatiquement ennemi de la République démocratique du Congo. Ce sont des zones prises en otage par l'armée rwandaise. Mais ça veut dire que quand la zone est prise en otage, tout celui qui habite la zone est d'accord avec... Non, 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 on ne dit pas celui qui habite. S'il vous plaît. On parle de ceux qui n'étaient pas là. S'il vous plaît. Nous sommes carrément à la fin, Marat. Vous êtes en train de vouloir nous dire que tout celui qui arrive par Goma, qu'il prenne des armes ou pas, automatiquement il devient rebelle. Et quand il prend des photos avec les rebelles? Non mais attendez, attendez. Quand il prend des photos avec les rebelles? Écoutez, vous pensez que prendre la photo est obligatoirement? Mais la photo... S'il vous plaît mon frère, Marat, prendre la photo avec vous veut dire que je suis d'accord avec votre philosophie. Mais la photo n'a pas une interprétation. Attendez, Félix Tshisekedi a pris combien de photos avec Kagame? C'était quand? Mais à Doha, récemment d'ailleurs, lui qui a dit, s'il vous plaît. Mais oui, ce sont des négociations. S'il vous plaît. Il a dit qu'il ne rencontrerait jamais, tant qu'il sera vivant, Paul Kagame. N'est-ce pas qu'il a vu Kagame à Doha et ils ont pris photo ensemble? Il a parlé de patron. Le problème ici réside dans la réflexion saugrenue de cette direction. Allez-y à la question, Joseph Edeba. Je vais ici répondre. Il m'a posé la question de savoir pourquoi les Rwandais sont sur le sol congolais. L'armée rwandaise. Pourquoi l'armée rwandaise, via les supplétifs, ils sont en République démocratique du Congo? Mais il faut poser la question à ton président qui a signé une clause avec le Rwanda de, n'est-ce pas, mutuellement sécuriser la population à l'est du pays. Il faut poser la question au ministre des Affaires étrangères qui est allé ratifier un accord au niveau international afin de céder l'exploitation de nos minéraux au Rwanda. Vous savez que désormais, s'il vous plaît, les ressources naturelles, vous savez que désormais, nos ressources seront exploitées au Congo tout en étant sécurisées par l'armée rwandaise. Pas du tout. Oh mais non, laissez-moi avancer. Vous avez mal élu. C'est pour vous dire que vous devez reprendre votre conscience. Joseph Edeba, nous sommes... La vraie question à poser. Tshisekedi sait très bien pourquoi l'armée rwandaise est au Congo. Merci Joseph Edeba. Devant Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit... Merci Joseph Edeba. Les Rwandais ne vont pas quitter, les militaires ne vont pas quitter.
la République démocratique du Congo jusqu'à ce que vous puissiez neutraliser les FDLR. Merci donc, Joseph Edeba. Merci. À moi de vous répondre à votre merci question. Joseph Edeba. Posez la question avec merci Joseph Edeba. Semaine en 45 des séjours. Nous sommes ce peuple-là. Semaine en 45 des séjours a reçu pour vous Marat Bobola, cadre de l'UDPS Tshisekedi et assistant d'université et environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Joseph Edeba, acteur politique de l'opposition et président fédéral Lukunga 1, cadre LGD. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci aussi à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi ces numéros des semaines en 45. Nous reviendrons la semaine prochaine, s'il le faut, avec la même thématique, avec beaucoup d'autres détails. Portez-vous bien dans vos demeures.